enfin bonsoir plutôt. Je suis désolée d'avoir 5 minutes de retard, j'ai eu un souci pour me connecter. J'espère que vous me voyez tous bien et que vous voyez mon diapo, c'est surtout ça qui est important. Je vous laisse juste me répondre dans le chat si c'est bon pour vous. Parfait. Parfait. Alors, j'espère que mon PowerPoint va fonctionner ce soir. J'ai eu un souci la dernière fois. J'essaye de faire défiler deux trois diapos et vous me dites dans le chat si ça défile bien pour vous. Sinon, j'ai une solution alternative. Donc, si je les fais défiler comme ça, est-ce que vous voyez bien quand ça défile ou pas du tout? Oui, ça défile. Ah bah, si c'est ça, parfait. Ok. Alors, si tout le monde est prêt, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors. Donc, pour la pédiatrie, on se voit ce soir et on va se voir aussi dimanche pour le TD et on se reverra ensuite en décembre. La pédiatrie, donc, j'ai choisi de traiter ce soir vraiment des items fondamentaux. Vous allez voir, la conf, elle est un peu organisée sous la forme d'un fil rouge. On va commencer avec tout ce qui touche le prénatal. Et ensuite, la naissance. Qu'est-ce qu'on fait à la naissance d'un enfant? Les premiers examens, etc. Et ensuite, on va dérouler un peu jusqu'à la puberté. Comme ça rend les choses cohérentes. C'est vrai qu'en conf d'entraînement en pédiatrie, un coup, c'est un DP d'un enfant, il a 5 mois, après, c'est un autre qui a 1 an, après, il a 5 ans. Et c'est pas toujours facile de se dire, ah mince, mais qu'est-ce qu'on fait à tel moment et ensuite, etc. Donc là, le but, c'est vraiment de faire quelque chose euh, chronologique, pas forcément quelque chose de trop difficile. Là, c'est vraiment de vous mettre des réflexes en tête, que vous ayez en tête les premiers examens, les premières causes de telle pathologie. Voilà, qu'on y aille progressivement. Tous les items ne sont pas traités en entier. Par exemple, l'obésité qu'on va voir ce soir, on refait un petit point. Et puis, pour tout ce qui est les complications, ça ne sert à rien que je vous fasse ce soir, que je vous lise les complications de l'obésité. Par exemple, il y a un peu moins de points à détailler, à expliquer que dans d'autres spécialités. Par exemple, en néphro, où là, il y a beaucoup de choses à expliquer, à comprendre. J'ai essayé de faire des questions ouvertes, des petites questions isolées pour vous permettre de participer et de répondre dans le chat en même temps. Comme ça va être un peu plus sympa pour vous tous et voilà, vous donner des petits réflexes. Vendredi, non, dimanche, on fera cette fois-ci plein de DP sur tous les items qu'on a vus aujourd'hui. On enchaînera les DP, les QI, les KFP pour bien s'entraîner et être au taquet sur ce qu'on voit ce soir. Donc, si vous avez des questions d'ici dimanche, vous m'envoyez un mail ou un SMS, peu importe, pour me poser toutes vos questions. Et si jamais des points ne sont pas clairs, comme ça, je reprendrai un petit temps, 5 minutes avant le début de l'ED, pour y répondre sans souci. À l'EDN, la pédiatrie, c'est tombé, ça tombe tout le temps et ça retombera tout le temps sous différentes formes. Donc vraiment, je vous conseille maintenant à l'EDN de ne plus faire d'impasse sur quoi que ce soit. Même les petites matières, elles ont leurs importances. Les petits items également. On a vu des petits items qui tombent à chaque épreuve, que ce soit les concours blancs, que ce soit les examens classants depuis la R2C. Donc vraiment, ne faites pas d'impasse, restez large, ayez une vision d'ensemble sur vos items. Je vous conseille vraiment pour chaque pathologie d'avoir la clinique, les signes de gravité, qu'est-ce qu'on fait en première intention, qu'est-ce qu'on prescrit en première intention et les diagnostics différentiels. Une fois que ça, c'est vraiment sous-cortical pour vous, ensuite là, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller un peu plus en détail, en profondeur, mais je pense vraiment qu'il faut quand même avoir une vision d'ensemble et faire des liens entre les items. Gardez à l'esprit que votre objectif principal, c'est l'EDN. Je sais que vous êtes tous stressés par les partiels facultaires, que ça vous prend un peu la tête pendant vos révisions, mais essayez si c'est possible de ne pas trop cloisonner les matières et de vous dire, par exemple, la pédia, ça va avec l'endoc, ça va avec un peu de la gynéco, il faut avoir des connaissances un peu de néphro, un peu de cardio, etc. Donc, essayez d'avoir une vision globale, même si les partiels facultaires ont tendance à un peu nous mettre des barrières. Donc, vraiment une vision transversale, j'insiste, c'est important. Voilà, la pédiatrie, ça interagit avec toutes les spécialités. Il y a des notions de base d'uro, d'hémato, de cancéro. Voilà, donc vraiment, il faut voir large en médecine. Et vous verrez d'ailleurs en pratique courante, si vous vous impliquez en stage, que même dans un service de spécialité, on voit d'autres pathologies, évidemment.
Les supports pour cette conf, alors surtout votre collège et puis surtout le LISA. L'objectif de cette conf, c'est de commencer la pédiatrie cette année, enfin cette première conf, avec des choses qui doivent être sous-corticales, qui doivent être vues, que vous avez probablement vues jusque-là. Je pense que vous êtes en D3 si je ne me trompe pas. Donc des choses que vous avez vues en D2 et que vous commencez à voir si vous avez la pédia en 5e année. Des choses que vous ne devez pas oublier, que vous devez garder en tête, des choses qui tombent. On fera un peu plus difficile dimanche avec tout plein de QCM, comme je vous le disais. Et la deuxième partie de la pédiatrie, ce sera donc en décembre. Et là, ce sera beaucoup plus axé infectiologie et urgence. Vraiment des choses un peu plus complexes. Comme ça, vous aurez tous le temps, je pense, d'avancer, quels que soient vos facs, dans votre programme et d'avoir plus de réflexes et de participer. Ça me semblait plus cohérent de faire comme ça. Méfiez-vous pour l'EDN, les rangs A, les rangs B, on se focus beaucoup dessus, mais les connaissances de P2D1 sont supposées acquises, d'accord? Donc ne vous faites pas avoir avec des choses qui sont marquées rancées dans votre référentiel, hein, quelle que soit la matière. Je pense notamment à l'anatomie, qui est souvent mise en rancée, et en fait qui est supposée acquise par les rédacteurs. Donc voilà, évitez de perdre des points bêtement, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, prénatal avec retard de croissance, prématurité, un peu de trisomie 21, tout ce qui est lié à la naissance de l'enfant, avec les prises en charge, les suivis, l'alimentation, le retard de croissance. Puis ensuite, on partira sur l'enfance avec les malaises, la maltraitance, un peu de nutrition, la puberté, l'insuffisance surrénale, les fractures et un petit peu de génétique avec l'X fragile et la mucoviscidose qui tombent vraiment, vraiment beaucoup à l'EDN. Donc, on commence avec le prénatal. Pour commencer, deux définitions qui doivent être vraiment bien comprises. C'est le petit poids pour la gestationnelle, donc les enfants qui sont PAG, et les RCU. Le petit poids pour la gestationnelle, c'est d'avoir un poids qui est inférieur au 10e percentile sur la courbe. Il est isolé, d'accord? Et il est sévère s'il est inférieur au 3e percentile. Ça, c'est la définition d'un petit poids pour la gestationnelle. Le retard de croissance, c'est un petit peu différent. Il y a un petit poids pour la gestationnelle, en effet, mais il y a surtout un argument en faveur d'un défaut de croissance, une croissance pathologique, d'accord? Donc souvent, vous allez avoir une courbe de poids du bébé, enfin du fœtus, et à un moment donné, cette courbe, elle va casser, et donc vous allez avoir un changement de couloir, de 3 couloirs, et ça, c'est vraiment un RCU, d'accord? Alors que le petit poids, il reste sur sa courbe, même si elle est un peu basse, mais il n'y a pas cette cassure, cette croissance pathologique qu'on retrouve dans le RCU. Ok, ça c'est vraiment important de faire la distinction des deux parce que ça ne nous oriente pas, nous, en prénatal, vers les mêmes orientations étiologiques. Alors, les facteurs de risque, bah c'est marrant ça, mes facteurs de risque n'apparaissent plus, mais doivent apparaître après, je suppose, sur mes diapos. En tout cas, c'était pour vous montrer une image d'une insertion vélamenteuse du cordon qui est un facteur de risque de RCU notamment. C'est vrai qu'on vous balance un peu dans les refs l'insertion vélamenteuse du cordon sans vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est un cordon qui est mal inséré, hein, on va dire. Vous avez votre plaque choriale du placenta et ce cordon est inséré trop sur la partie latérale, la partie externe, et directement au niveau des membranes amniotiques, donc c'est à gros risque de saignement. Et c'est aussi pourvoyeur de retard de croissance intra-utérin. Alors, la prématurité, est-ce que vous pouvez me donner les seuils? À partir de quel moment on parle de prématurité? Et les seuils de grande prématurité, moyenne prématurité, très grande prématurité. Je regarde dans le chat. Alors, tout à fait, 37 semaines pour parler de prématurité, ça on est d'accord. Maintenant, la très grande prématurité est entre quel terme? La grande et ensuite la prématurité qu'on dit plus tardive. 22-28, ok. Alors, très grande, 28-32, inférieure à 28 semaines pour la très grande, ok. Et la prématurité plutôt tardive. Alors, la grande prématurité, la très grande, ça a l'air d'aller, 28 et après, ok. En effet, donc ça, c'est des seuils très importants à avoir. Ça va vous permettre aussi après d'orienter en fonction des niveaux de maternité. On ne peut pas accueillir des naissances
n'importe quel type de nourrisson dans n'importe quel type de maternité. Quand on a des nourrissons qui sont vraiment inférieurs à 1500 grammes ou inférieurs à un certain terme, il faut les envoyer enfin, orienter les femmes pour qu'elles accouchent dans des maternités de niveau plus important avec des réa, des services de néonat. Voilà. C'était vraiment, vraiment important à anticiper. La prématurité, je vous rappelle qu'il y a deux grands cadres. Vous allez avoir la prématurité induite. Donc là, c'est qu'il y a une pathologie, soit vasculaire, liée à la grossesse maternelle ou liée à l'enfant, et une prématurité spontanée, là l'accouchement va se mettre, enfin la femme va se mettre en travail de façon spontanée. C'est 50% pour chaque grand cadre, d'accord? Dans 50% des cas, c'est spontané, 50% des cas, c'est induit. Les facteurs de risque, vous avez trois grands types. Donc, le premier groupe, c'est tout ce qui est le contexte démographique, le contexte lié aux patientes. C'est des patientes qu'on va suivre de près, hein, d'accord, qui ont souvent un faible niveau socio-économique, des situations de précarité, avec des consommations de toxiques, d'accord. Donc ça, c'est important de bien accompagner ces grossesses, de bien leur expliquer les effets sur le fœtus, bien leur préciser tabac, l'alcool, les risques de retard de croissance. Également pour l'alcool, le syndrome d'alcoolisation fœtale, bien y penser. Donc, tout ce qui est attrait également à l'environnement utérin va être un facteur de risque, notamment les conisations. Donc, c'est les interventions sur le col utérin lors des suspicions de cancer du col, donc qui vont raccourcir le col et qui vont prédisposer à un accouchement précoce. Et puis, tout ce qui est lié à la grossesse, forcément les grossesses gémellaires et puis multiples au sens plus large, et également l'hydramnios par exemple. Donc ici, une courbe d'un enfant, enfin d'un fœtus, du coup un petit bébé avec les points verts que vous voyez juste ici. Ça vous évoque quoi quand vous voyez ce genre de courbe? Ça vous évoque un RCU. Pourquoi un RCU? Pourquoi pas un petit poids gestationnel? Oui, tout à fait. Ici, la cassure de la courbe, elle est nette, hein, d'accord? Vous la voyez bien. Cet enfant, ici, il suit une courbe donc, qui est quasiment normale, et puis ensuite ça décroît, il passe sur la limite inférieure, et ensuite il casse complètement à ce niveau-là. Donc, le RCU, petit poids plus croissance pathologique. Vous avez ici, donc, je vous les ai remis ici, les facteurs de risque. Donc, soit une pathologie fœtale, il faut bien